La psychologie populaire est un instrument de la culture. En adoptant la métaphore informatique, la révolution cognitive s'est détournée de son objectif initial. Je crois donc nécessaire de revivifier, de dépoussiérer ce qui inspirait cette révolution à l'origine. La conviction que le concept fondamental de la psychologie est la signification ainsi que les processus et les transactions qui concourent à sa construction. Cette conviction est fondée sur deux arguments étroitement liés l'un à l'autre. Le premier est que si l'on veut comprendre l'homme, il faut comprendre comment ce qu'il éprouve et ce qu'il fait est modelé par ses intentions. Le second est que la forme que prennent ces intentions ne peut se réaliser qu'au travers de la participation de l'individu au système symbolique de la culture dans laquelle il baigne. En effet, la forme même de notre vie, le schéma de notre autobiographie, tel qu'il est présent dans notre esprit, esquissé et perpétuellement changeant, ne nous est compréhensible et n'est compréhensible aux autres qu'au travers des systèmes culturels d'interprétation. Mais la culture est aussi un élément constitutif de l'esprit. Actualisée dans une culture, la signification n'est ni privée ni autistique, elle prend une forme publique et commune à tous. En substituant à ce modèle essentiellement transactionnel un modèle où l'esprit est individuel et isolé, les philosophes anglo-américains ont abouti à le rendre opaque et impénétrable. Lorsque nous entrons dans la vie, c'est comme si nous pénétrions sur une scène de théâtre où la représentation a déjà commencé. L'intrigue est nouée, elle détermine le rôle que nous pouvons y jouer et le dénouement vers lequel nous pouvons nous diriger. Ceux qui étaient déjà en scène ont une idée de la pièce qui se joue, une idée suffisante pour rendre possible la négociation avec le nouvel arrivant. Mon point de vue va à l'encontre de la relation traditionnelle entre biologie et culture en ce qui concerne la nature humaine. Je prétends que l'héritage biologique de l'homme ne dirige ni ne façonne ce qu'il éprouve et fait qu'il ne s'agit nullement de la cause universelle. Je dirais plutôt que cet héritage lui impose des contraintes dont les effets peuvent être modifiés. La culture nous lègue d'ailleurs des prothèses qui nous permettent de transcender les limites biologiques brutes, les limites de notre mémoire par exemple, ou celles de notre spectre auditif. Mon point de vue est que la culture et non la biologie donne forme à la vie et à l'esprit de l'homme, qu'elle donne une signification à son action en situant l'intentionnalité qui la sous-tend dans un système interprétatif précis. C'est elle qui fixe les modèles propres au système symbolique d'une culture, son langage et ses modes de discours, les formes que prennent ses explications logiques et narratives. C'est elle aussi qui fixe les règles d'une vie commune, faite de dépendance mutuelle. D'ailleurs, neurologues et anthropologues en viennent de plus en plus à penser que ce sont les exigences et les opportunités culturelles qui ont joué un rôle essentiel dans la sélection des caractéristiques neuronales au cours de l'évolution de l'homme. Gerald Edelman a récemment défendu cette conception sur le terrain neuroanatomique, tandis que Vernon Reynolds l'étayait par sa démonstration en anthropologie physique, et Roger Lewin et Nicholas Humphrey en réunissant les données disponibles sur l'évolution des primates. Telle est l'ossature de ma plaidoirie en faveur de ce que j'ai appelé une psychologie culturelle, une tentative de ressaisir l'élan originel de la révolution cognitive, mais aussi de retrouver le programme que se fixait Diddley il y a un siècle avec ses Geist, Wissenschaft, les sciences de la vie mentale. Nous nous intéressons plus particulièrement dans ce chapitre à l'un des éléments essentiels de la psychologie culturelle que j'ai choisi d'appeler psychologie populaire. Peut-être aurais-je pu choisir de parler de sciences sociales populaires ou plus prosaïquement de sens commun. On trouve une psychologie populaire dans toutes les cultures où elle joue toujours un rôle constitutif déterminant. Il s'agit d'un ensemble de descriptions plus ou moins reliées les unes aux autres, plus ou moins normatives, qui nous disent entre autres choses comment fonctionnent les hommes, à quoi ressemble notre esprit et celui des autres, comment on doit agir dans des situations précises, quels sont les différents modes de vie possibles et comment il faut s'y conformer. Nous apprenons très tôt la psychologie populaire propre à notre culture, tout comme nous apprenons à nous servir du langage que nous acquérons,
ou à mener à bien les diverses transactions interpersonnelles exigées par la vie commune. J'aimerais dans un premier temps expliquer ce que j'entends par psychologie populaire, système par lequel nous organisons notre expérience du monde social, la connaissance que nous en avons et les transactions que nous menons avec lui. Au passage, je m'efforcerai de tracer à grands traits l'histoire de cette idée, afin de mieux éclairer sa place dans une psychologie culturelle. J'essaierai ensuite de dégager les constituants essentiels de la psychologie populaire et de définir à quel type de système cognitif nous avons affaire. Dans la mesure où elle est plus narrative que conceptuelle, je serai amené à considérer la nature des récits qui la composent et la manière dont ils sont construits autour d'attentes canoniques et établies, ainsi que la manière dont sont gérées mentalement les déviations par rapport à ces attentes. Munis de ce bagage, nous pourrons, en prenant l'exemple de la mémoire, étudier comment le récit organise le vécu. Enfin, à la lumière de ce qui aura précédé, je tenterai d'expliquer le processus de la fabrication de la signification. 1. Les nouveaux cognitivistes traitent par la dérision l'expression psychologie populaire. Elle accueille en effet volontiers l'intentionnalité, croyance, désir et signification. Elle ne saurait pourtant être mieux appropriée à l'usage que j'entends en faire. Il n'est pas inutile d'en retracer brièvement l'histoire intellectuelle. Elle nous aidera à replacer les choses dans leur contexte. Son utilisation actuelle a commencé avec le regain d'intérêt suscité par l'esprit sauvage, et plus particulièrement par les systèmes de classification ethnographique des populations indigènes. Frake a publié une étude très remarquée sur le système de classement des maladies de la peau en usage chez les Subanoun de Mindanao. D'autres études ont suivi, que l'on a classées dans les domaines de l'ethnobotanique ou de l'ethnonavigation. Dans ce dernier domaine, une étude a été consacrée aux habitants des îles Marshall, qui montrait comment ils mènent leurs pirogues à balancier parmi les îlots de l'atoll de Pulawa, en hautes eaux, en se servant des étoiles, de signes repérés à la surface des eaux, de plantes flottantes, de morceaux d'arbres et d'étranges procédés de navigation. L'originalité de cette étude était qu'elle montrait la navigation avec le regard et le raisonnement des navigateurs de Pulawa. Mais avant même que l'on accole à ces travaux le préfixe ethno, les anthropologues s'étaient intéressés à la manière dont la vie des peuples qui n'ont pas accédé à l'écriture est sous-tendue par une organisation précise. C'est ainsi que Meyer Fortes a étudié les Telensi afin de comprendre pourquoi ils ne définissent pas les crises en termes de temps. Les choses surviennent lorsqu'elles sont prêtes. D'autres études les ont précédées, comme celle où Margaret Mead se demande pourquoi, chez les Samoans, les étapes de la vie comme l'adolescence sont définies de manière aussi différente de la nôtre. Dans l'ensemble, à quelques notables exceptions près, les anthropologues n'ont jamais été enthousiasmés par l'idée d'une science objective et positiviste. Ils en sont donc rapidement venus à se demander si la forme de la conscience et de l'expérience des peuples appartenant à d'autres cultures différait de la nôtre, au point qu'il soit difficile de les comprendre en utilisant nos propres concepts. Est-il possible par exemple de traduire dans le langage et le mode de pensée de l'anthropologue occidental ce que ressent le navigateur Pulawa? A l'inverse, peut-on traduire la pensée de l'anthropologue occidental dans le langage d'un Nuer, du Nil, dont la religion a été étudiée par Edward Evans Pritchard, ce dernier ayant fini d'interroger ses interlocuteurs sur leurs croyances religieuses. Courtois, il leur demanda s'ils désiraient à leur tour lui poser des questions sur ses propres croyances. L'un d'eux demanda timidement quelle était cette divinité qu'il portait à son poignet et qu'il consultait à chaque fois qu'il paraissait devoir prendre une décision importante. Evans Pritchard, catholique et fervent, fut surpris par la question. Il le fut tout autant par la difficulté qu'il éprouva à expliquer à ses interlocuteurs que sa montre n'était pas une divinité. Quelques années plus tard, un groupe de jeunes sociologues, dirigé par Harold Garfinkel, conscient des problèmes épistémologiques posés par ses études, franchit un pas important en proposant qu'on substitue à la méthode sociologique classique, qui posait par hypothèse les classes sociales, les rôles, une ethno-méthodologie science sociale nouvelle qui se pencherait sur les distinctions sociales, politiques et humaines, telles que les peuples étudiés les établissent eux-mêmes dans leur vie quotidienne. En fait, Garfinkel et ses collègues proposaient une ethnosociologie
À la même époque, à peu près, le psychologue Fritz Heider faisait une proposition fort pertinente. Puisque les hommes réagissent les uns par rapport aux autres selon leur propre psychologie, et non selon la psychologie des psychologues, nous serions bien avisés d'étudier la nature et les origines de cette psychologie naïve, qui donne un sens à leur expérience. En réalité, les propositions de Garfinkel n'étaient pas plus nouvelles que celles de Heider, et le premier rendit hommage au sociologue et économiste Alfred Schutz, dont les travaux inspirés de la phénoménologie européenne avaient préfiguré les programmes de recherche de Garfinkel et de Heider afin de réformer les sciences humaines selon une orientation anti-positiviste. Dans les conclusions de Schulz, l'argument institutionnel pèse fortement. Les institutions culturelles sont construites de telle manière qu'elles reflètent les convictions du sens commun sur le comportement humain. Quel que soit l'acharnement, l'athéisme étriqué avec lesquels Skinner tente de se débarrasser de la liberté et de la dignité humaine, la réalité de la loi sur les préjudices, du principe des contrats librement consentis et de l'inexorable solidité des prisons, des cours de justice et des signes de propriété, cette réalité demeure. Stick, qui est probablement l'adversaire le plus résolu de la notion de psychologie populaire, reproche à Skinner sa tentative d'expliquer des termes qui relèvent du sens commun comme désir, intention et croyance. Selon lui, ce sont des termes que l'on doit tout simplement ignorer. Rien ne devrait nous détourner de cette tâche autrement plus importante que consiste à établir une psychologie sans intentionnalité. Mais il est à peu près aussi efficace d'ignorer les significations institutionnalisées attribuées aux actes que de prétendre ignorer l'agent de police qui se tient près de la portière de votre voiture et vous informe que vous avez dépassé la vitesse autorisée avant de vous demander votre permis de conduire. Limitation de vitesse, permis de conduire, agent de police, autant de termes qui sortent tout droit de la matrice institutionnelle construite par une société pour faire prévaloir sa conception de la réalité. Des significations culturelles guident et contrôlent nos actions individuelles. 2. Puisque selon moi une psychologie populaire doit être à la base de toute psychologie culturelle, j'aimerais en tant qu'observateur participant donner quelques exemples des constituants principaux de notre propre psychologie populaire, afin de mieux faire comprendre ce que j'entends par là. Notons qu'il ne s'agit que de constituants. Cela signifie qu'il s'agit des convictions et des prémices élémentaires qui entrent dans la composition des récits consacrés à la condition humaine. L'une des prémices évidentes de notre psychologie populaire, par exemple, est que les gens ont des croyances et des désirs. Nous croyons que le monde est organisé d'une certaine manière, que nous voulons certaines choses, que certaines choses comptent plus que d'autres. Nous croyons, nous savons que les gens n'ont pas seulement des croyances qui s'appliquent au moment présent, mais qu'ils en ont également qui concernent l'avenir et le passé. Croyances qui nous inscrivent dans un déroulement du temps conçu de manière très particulière, nettement distincte de celle de Telensi, des Talensi de Forte ou des Samoens de Mide. Nous sommes en outre persuadés que nos croyances doivent avoir entre elles une certaine cohérence et que nous ne saurions croire ni désirer des choses qui paraissent inconciliables, même si le principe de cohérence est assez flou. Nous pensons également que croyances et désirs sont suffisamment cohérents pour mériter d'être considérés comme des engagements ou des modes de vie. Ces cohérences peuvent être vues comme autant de dispositions qui caractérisent les gens, une femme fidèle, un père dévoué, des amis loyaux. La personne est également un concept constitutif de notre psychologie populaire. Charles Taylor note que cette qualité n'est accordée que sélectivement et que l'on la refuse volontiers à ceux qui appartiennent à un autre groupe que le nôtre. Il faut remarquer que les récits ne sont construits qu'à partir du moment où les croyances constitutives d'une psychologie populaire sont violées. Je reviendrai abondamment sur cette constatation. Je ne la mentionne ici que pour alerter le lecteur sur le statut canonique de la psychologie populaire. Elle ne se contente pas de dire comment les choses sont, mais elle dit aussi, souvent de manière implicite, comment elles devraient être. Lorsque les choses sont comme elles doivent être, les récits de la psychologie populaire n'ont pas lieu d'être. La psychologie populaire postule également l'existence d'un monde qui nous est extérieur et qui modifie l'expression de nos croyances et de nos désirs. Ce monde représente le contexte dans lequel nos actes sont situés
et l'état de ce monde peut nous fournir des raisons de croire ou de désirer. Hilary n'a entrepris d'escalader l'Everest que parce que cette montagne était là, manifestation suprême de l'offre qui suscite une demande. Mais nous savons également que nos désirs peuvent nous amener à trouver une signification à un monde extérieur qui n'en a pas pour d'autres que nous. On peut être surpris que certains éprouvent le désir de traverser le Sahara à pied ou l'Atlantique à la rame. C'est pourtant explicable. La relation mutuelle entre le monde tel qu'il est perçu et les désirs manifestés par certains imposent une dramatisation subtile de l'action des hommes, dont le rôle est essentiel dans la structure narrative de la psychologie populaire. Lorsque nous voyons quelqu'un agir ou manifester un désir ou une croyance qui ne nous semble pas convenir au monde tel qu'il est, ou lorsque nous le voyons commettre un acte purement gratuit, la psychologie populaire nous porte à le considérer comme fou, à moins que son acte ne puisse être reconstruit narrativement. Il aura agi sous l'empire de circonstances exceptionnelles ou écrasantes. Il faudra peut-être pour cela procéder à une enquête judiciaire dans la vie réelle ou écrire un roman. C'est ce que fait Gide dans L'Afcadio. La psychologie populaire prévoit une place pour ces réhabilitations. La réalité dépasse la fiction. Pour la psychologie populaire, les gens sont supposés connaître le monde qui les entoure. Cette connaissance prend la forme de croyances. Ils doivent l'utiliser lorsqu'ils mettent en œuvre un désir ou une action. La division entre un monde intérieur vécu et un monde extérieur autonome par rapport au vécu crée trois domaines qui requièrent chacun une forme différente d'interprétation. Le premier est placé sous le contrôle de nos intentions. C'est un domaine où la personne agit en connaissant le monde, avec des désirs exprimés d'une manière qui coïncide avec le contexte et avec ses croyances. Le troisième domaine est celui où l'événement est créé de l'extérieur, de telle manière qu'il échappe à notre contrôle. C'est le domaine de la nature. Dans le premier cas, nous sommes en quelque sorte responsables du cours des événements. Dans le dernier, non. La catégorie d'événements qui se situe entre ces deux extrêmes, dont elle contient un mélange indéterminé, est plus problématique. Elle nécessite une forme d'interprétation plus affinée afin d'allouer à la démarche individuelle et à la nature une juste proportion de responsabilité. La psychologie populaire contient des principes d'interprétation pour le premier domaine. On peut dire que physique et biologie populaire permettent d'interpréter le dernier. Quant au second, il est généralement considéré comme étant gouverné, soit par une sorte de magie, soit dans la culture occidentale contemporaine, par le scientisme des physicalistes, la psychologie réductionniste ou l'intelligence artificielle. L'introduction chez les puluvates d'un compas de navigation, cadeau des anthropologues, qu'ils trouvèrent intéressants, mais qu'ils finirent par rejeter comme superflus, les a introduits pour quelques instants dans le second domaine. Au cœur de toute psychologie populaire, on trouve la notion de self-mature, notion d'une surprenante complexité. Un exemple révélateur, qui n'est en rien atypique, nous en est donné par les Langos, une peuplade qui ne dispose pas de l'écrit et que Michel et Renato Rosaldo ont étudié. Ce qui rend cette notion complexe, c'est la manière dont la culture modèle les exigences personnelles,